Varizzi s'excuse. Elle va venir. Et non, elle ne va pas venir parce qu'elle ne savait pas comment venir ici, tout était compliqué parce qu'apparemment aujourd'hui les trains c'est catastrophe. On a Fabrice Rizzoli qui devait venir et qui est bloqué entre Paris et Lille. Donc apparemment il y a un train entre Paris et Amsterdam qui a eu un accident, a pris feu, donc ils ont tout bloqué, dévié entre Paris et voilà. Donc. Et moi j'ai pas compris le début de votre phrase. Qui ne vient pas? Anila Varitz. Elle ne vient pas. Non, parce qu'elle était bloquée. Elle était restée bloquée à Châtelet et voilà. Et après ils ont rien dit à l'RRB. Et donc après ils ont dit aller à la 4. Fabrice il va venir mais on ne sait pas quand parce qu'il m'a dit c'est un complot. Fabrice il m'a écrit un SMS. Bah écoutez, bon alors, au début en effet il devait y avoir aussi le professeur Gianluigi Alto qui était l'expert des services italiens mais qui a dû s'opérer au cœur justement aujourd'hui, il est rentré à l'hôpital. Et nous a... Et donc, ça faisait longtemps, 2 ans, qu'on avait cherché d'organiser avec lui, mais bon. Et la fois qu'il vient, donc lui, il s'excuse beaucoup. Et bon, j'espère qu'il pourra venir, parce qu'en plus, il devait venir avec des étudiants, lui, pour rencontrer des étudiants de la professeure Anila Varitz. Donc... Bon, il faut que tu le refasses. Donc, il faut que je la refasse. Mais bon, si vous voulez bien, on peut commencer à faire cette conférence. Et au moins, on a des invités, une partie des invités dont je suis vraiment très fière d'avoir ici. Et très contente parce que, insomma, ça fait longtemps aussi que... Donc, quoi dire? Alors, bah, d'abord, on va se présenter nous, qui nous sommes. Ariane, tu veux venir? Donc voilà, nous sommes l'EMITA de Beppe Grillo, qui c'est un réseau italien à Paris, qui s'est formé suite à ce qui s'est passé en Italie autour de la figure de Beppe Grillo, qui c'est un comique, et qui depuis longtemps s'intéressait à des thèmes comme les biens communs, l'eau, gratuit pour tout le monde, de notre façon d'utiliser l'énergie, de la consommer, notre façon de voir la mobilité et aussi contre la corruption et tout ce qui se passe en Italie. Et ça, c'est déjà il y a plusieurs années. Et nous, ici, on est des Italiens à Paris et donc on a donné notre contribution, soit en faisant un peu écho à des initiatives en Italie, soit en faisant ici, on a collaboré avec la mairie de Paris, on a fait des batailles pour l'eau publique avec France Liberté et on a rencontré les mouvements des New Europeans, dont Marianne va vous donner quelques infos en plus, et avec eux, qui c'est un mouvement européen, trans-européen, s'était présenté comme citoyen à l'élection 2009, donc on s'est connus et on a commencé à organiser une conférence. Donc on a fait des conférences sur la libre information, sur la justice, sur l'eau, voilà, sur l'économie, et voilà. Et ça rentre dans ce cadre-là des conférences citoyennes. Et donc voilà, j'ai trouvé... Bonsoir, merci d'être là, à tous ceux qui ont réussi à venir jusqu'ici. Donc moi je suis Marianne Ranque-Cormier, donc membre de New Europeans. New Europeans c'est un réseau trans-européen, un mouvement citoyen trans-européen qui s'est notamment présenté aux élections européennes en 2009 dans plusieurs pays en Europe, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer parce qu'il y a une élection européenne et 27 élections différentes. Rapidement. Donc avec le mouvement des Amis de Beppe Grillo à Paris, nous avons organisé entre 2009 et 2010 toute une série de conférences qui s'appelait « La démocratie en danger, les citoyens en Europe résistent ». C'était partie du mouvement de base citoyen italien, mais ça concerne également tous les autres citoyens en Europe. On le voit encore aujourd'hui, où nous avons des dirigeants politiques qui prennent des décisions clés dans ce qui est le futur de notre communauté, moi j'aime bien appeler ça la communauté européenne, ou de notre zone euro, sans pour cela en référer aux citoyens qui malgré tout sont quand même en train de manifester dans les rues. Pas tous, mais beaucoup manifestent dans les rues.
notamment pour demander à être entendus, à être participants à ce processus décisionnel politique. Dans ce cadre-là, nous avons initié, nous sommes partenaires sur une plateforme transeuropéenne également, qui rassemble différents mouvements citoyens allemands, espagnols, italiens, français, etc., néerlandais, belges, grecs aussi, pour la démocratisation de la zone euro. C'est-à-dire que nous demandons qu'après le coup d'État de nos dirigeants, les citoyens, eux aussi, aient le droit et la parole, puissent débattre des questions clés qui nous intéressent, qui sont des processus de la démocratisation versus populisme, nationalisme, qui sont de savoir quelle Europe nous voulons, une Europe des nations, une fédération européenne, une maison Europe. La question se pose, une Europe fédérale, une Europe sociale, une Europe libérale. Des questions d'énergie, sur l'énergie, des questions sur l'immigration, des questions sur les pactes transgénérationnels, donc les pactes entre les générations, comment défendre le futur des générations qui sont des jeunes générations actuellement, comment défendre aussi l'avenir des générations qui vont partir à la retraite, des pactes de solidarité entre États. Toutes ces questions-là sont des questions qui concernent les citoyens et pas seulement les dirigeants politiques. Voilà. Donc ça s'appelle le Forum pour la démocratisation de l'Euroland. Il y a un site net, vous cherchez sur Internet, Forum pour la démocratisation de l'Euroland, et c'est une série de débats qui est initiée à travers les différents pays de la zone euro. La troisième va avoir lieu à Madrid les 17 et 18 mars, et il y en aura une à Rome vers la fin avril, et sans doute une quatrième à Amsterdam, donc ça tourne en fait dans les différents pays européens. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée pour ces débats, qui pour moi est un premier volet. Nous allons parler aujourd'hui d'histoire et je pense qu'il y a un deuxième volet qui serait aussi important à mettre en place, qui est celui de réfléchir sur comment criminaliser les crimes de l'industrie et financiers. Voilà. Je pense que ça, c'est un débat qui est très ouvert pour tout le monde. Bonne soirée. On va demander un conférencier. Oui, justement, mais si vous voulez vous joindre à nous, dire un mot, après, bien volontiers, parce que les sujets, bien volontiers, parce que de toute façon, vous avez beaucoup de choses à nous raconter. On verra bien. Alors, je voulais remercier d'abord Monsieur Roberto Giacone, qui est le directeur de la Maison Italie, qui nous héberge tout le temps dans cet espace. Il a oublié l'eau, mais la prochaine fois, on lui dira de n'oublier pas l'eau, parce qu'il est parti en vitesse, il nous salue tous et il va venir après parce qu'il avait une réunion à Paris 3, parce qu'il est prof et voilà. Ensuite, Fabrice Rizzoli, Boufflare, il devrait venir plus tard, donc quand il sera là, et il collabore avec M. Vaudano, donc déjà lui pourra nous dire des choses sur ces réseaux citoyennes. Indignement. Non, très dignement, et pourra nous dire ces réseaux citoyens. Si. Voilà. Donc, Mario Vaudano, je suis magistrat italien, j'ai travaillé en Italie entre 1960 et 1971, donc je suis vieux, donc. Et en 2001, j'ai fait un peu tout le parcours. Je suis un des membres, pas fondateur, mais sono un des premiers membres des Magistrature démocratique de l'Association nationale des magistrats italiens, parce que ça a été fondé à l'époque, donc j'ai participé à toutes les batailles syndicales de la magistrature, entre guillemets, démocratique en Italie, mais surtout j'ai travaillé dans le domaine au début du droit pénal du travail et en passant par le droit pénal du travail, après dans l'entreprise de la corruption, de la fraude et de la criminalité organisée, jusqu'à collaborer pour quelques années avec M. Falcone et Mme Boccassini, qui elle est encore très vivante, très connue, heureusement, et très vivace aussi. C'est un caractère terrible. On est des amis. Et dans l'année 2001, j'ai passé un concours pour travailler dans l'unité magistrale du nouveau bureau antifraude et anticorruption européenne. Donc, je suis resté jusqu'à il y a un an. Donc, après, je suis retraité depuis quelques mois.
Et dans cette période, je me suis occupé de plusieurs affaires d'État, des complots d'État, justement. Le premier dans l'époque, dans les années 80, qui a porté à la nomination indébite, plus qu'indébite, légitime, illicite, criminelle, du commandant général de la Garde des Finances italienne. La Garde financière, c'est le plus gros corps financier du monde, pas seulement de l'Europe, donc extrêmement importante en Italie, police judiciaire aussi, et qui a été nommé avec l'appui de l'organisation mafieuse, avec l'appui déterminant, je peux le dire parce que j'ai dénoncé ça par écrit au Parlement, de M. Andreotti et M. Tanassi de l'époque. Ils ont été dénoncés au Parlement, mais le Parlement à l'époque a décidé de ne pas poursuivre tous les deux, malgré les preuves tout à fait évidentes. Après, les autres ont été condamnés de façon définitive. Je parle de 50 environ officiers, les commandants généraux, les vice-commandants généraux, les directeurs de la douane, tous condamnés pour les noms sont les noms du commandant général, c'était Raffaele Seronic Giudice, qui s'appelait Giudice sicilienne, ami de Gioia, ami de Lima, etc. Et après, c'è le vice-commandant qui s'appelle chef d'état-major Donato Loprete, lié à toute l'ambiance de la magistrature romane de l'époque pour faire des noms Vitalone et compagnie. Donc, toujours dans le domaine de M. Andreotti, que c'était la partie, disons, la partie des fidèles, malheureusement, à l'intérieur de la magistrature romane, qui après ont été condamnés, heureusement, et sont sortis du parquet de Rome, et pas seulement du parquet, mais du tribunal. Et tout ça, avec l'aide des services secrets de l'époque, on a trouvé un dossier dans la maison de M. Pecorelli, journaliste et maître chanteur peut-être aussi, je l'ai dit, qui faisait la liaison avec un journal qui s'appelle Ordine Pubblico, et qui faisait sortir les choses à fur et à mesure selon et qui a été tué exactement après avoir sorti un dossier qui parlait des chèques du président. Le président, c'était justement M. Andreotti. Et après avoir sorti aussi un dossier sur les documents retrouvés dans un appartement de Milan, il s'appelait le Mémorial de mort, donc il y a pas mal de pain sur la planche. En tout cas, après ça, il y a eu une autre affaire. Ce n'est pas ma responsabilité, les services secrets s'intéressent énormément à moi, je ne suis pas digne de tellement d'attention, mais quand je suis parti pour faire le concours à l'OLAF, c'est l'Office scientifique de Bruxelles, passé le concours, tout régulier, changement de gouvernement, premier gouvernement Berlusconi, et à l'impréviste, le gouvernement s'oppose farouchement à la nomination. Pas la nomination parce qu'il ne pouvait pas nommer ce concours européen, pas à la Bruxelles. Il bloque mon salaire, tout. Et à un certain moment, on découvre que, je vais vite, on découvre dans les cours de l'enquête sur l'enlèvement de l'imam de Milan qui s'appelait Abu Moussa et qui était une des personnes qui a été enlevée par la CIA en Italie. Et l'unique procédure qui a été faite contre ces enlèvements illégitime a été fait en Italie par le parquet de Milan qui a fait mandat d'arrêt contre 12 participants de la CIA et les chefs et les vice-chefs des services secrets italiens qui ont été condamnés tous les deux en deuxième degré. Les Américains sont des États-Unis, mais sont condamnés, donc ils ne peuvent pas plus sortir des États-Unis parce que sinon ils sont arrêtés. Ça, c'est 2004-2008. Et c'est la première fois et l'unique fois dans laquelle il y a eu un procès comme ça. Les mêmes enlèvements, pour ce que je sais, je parle par hypothèse, mais les mêmes enlèvements, on sait qu'ils sont arrivés en Hongrie, en République tchèque, on sait que c'est passé aussi par la France, on sait que c'est passé aussi par l'Angleterre, on sait que c'est passé aussi par la Danemark, mais personne n'a rien fait. L'unique procès était celui-là. Et si je vous raconte comment on a découvert ça, c'est vraiment amusant parce qu'en réalité l'enquête était contre cet imam qui était soupçonné par le parquet de Milan de terrorisme. Et à un certain moment, la police judiciaire était en train de suivre, faire la filature de cet imam, et il voit qu'une camionnette bianche s'approche de cet imam et des hommes descendent et hop, l'imam disparaît. Alors la police suit,
téléphone au procureur et suit, et on découvre que la camionnette était au nom d'une organisation, d'une entreprise qui était liée au service secret italien et qui, à la fin, ils l'ont suivi jusqu'à Aviano. Aviano, c'est la base militaire OTAN. Ils l'ont suivi et les procureurs étaient là et ont ordonné au chef du commandant de la base, qui était un italien, de donner les noms de tous ceux qui étaient prêts. Et comme ça, on a découvert que c'était 12 agents del CIA qui faisaient ce métier-là, etc. Et depuis, tout est parti. Mais ça, c'est pas seulement ça, parce que quand on va faire la perquisition dans les sièges, déjà faire la perquisition dans les sièges du service secret italien à Rome, imaginez si c'est possible ça en France, c'est à Rome, dans les sièges du SISMI, qui après a changé encore le nom. On découvre un dossier contre 200 magistrats italiens qui a été fait par les mêmes personnes pour bâtir des procédures calomnieuses, des faux documents pour empêcher tant la nomination de magistrats italiens soupçonnés d'être subversifs contre le gouvernement à la Commission européenne que d'autres personnes à des postes importants, par exemple M. Caselli, très connu au poste d'Eurojust. Donc on a découvert ça. Sur la base de ça, il y a une procédure pénale en Italie. Je suis partie civile dans cette procédure, avec ma femme qui a été espionnée parce qu'ils ne sont pas limités à chercher moi, mais à chercher tout ce qui concernait ma famille. Et ma famille et d'autres magistrats, pas seulement moi. Moi, j'ai eu un dossier un peu plus, ça veut dire une vingtaine de pages, donc je suis un peu en tête. Et après ça, il y a eu toute une série de problèmes à Bruxelles, mais je suis allé quand même à mon poste, mais avec beaucoup de difficultés, mais je ne veux pas. Pour dire, c'est ça, c'est une chose avant-hier, ça, des services secrets italiens. Maintenant, le procès est bloqué parce que le gouvernement Berlusconi a posé le secret d'État encore une fois. Et la Cour constitutionnelle hier vient de décider qu'on devrait pouvoir poursuivre. On verra. On verra. À la prochaine. Oui, je voulais vous rappeler qu'ici, présent aujourd'hui, il y a aussi Eticando, l'association qui vend des produits qui ont été confisqués à la mafia, parce qu'en Italie, on a aussi cette loi. Oui, des terres confisquées à la mafia, et donc ils sont là-bas. Et Ils sont de très bonne qualité. Ils sont de très bonne qualité, il faut bien profiter, tout est bio. Voilà. Donc, on va continuer donc, notre conférence. Je voudrais après passer la parole à Simonetta Greggio, qui a écrit un livre magnifique, Dolce Vita, et qui nous parlera un peu des thématiques qui concernent l'Italie et l'histoire, avec toutes les parties sombres de l'histoire. Et une surprise, parce qu'en effet, on a un invité en plus, que c'est Hubert Martí Braians, qui est un inspecteur ex-renseignements généraux. Et donc, lui aussi pourra nous donner des renseignements sur son boulot. Et évidemment, Fabienne Boulin, qui est la fille du ministre Robert Boulin et qui nous racontera son histoire. Donc, merci beaucoup à tous d'être ici et je vais passer tout de suite la parole à Simonetta Greggio. Bonsoir. Je pense qu'il va falloir que tu demandes quelque chose pour que je commence, parce que sinon je ne vais pas le faire toute seule. Parce que moi je ne suis pas du tout historienne comme Annie, et je ne suis pas magistrate, et je suis juste une journaliste et un écrivain. Et, c'est déjà vous. Donc je fais un peu... en fait, ce livre, Dolce Vita, était né un peu de mon sentiment de rébellion, de révolte face à ce qui se passait dans mon pays. Moi j'habite ici, j'habite en France depuis 81 et je suis venue pour mes études et ensuite je suis restée. Et en même temps que j'étais ici, j'ai continué à voter en Italie, à être, payer mes impôts en France, mais être quand même très italienne, et très italienne dans mon cœur. Et c'est vrai que lorsque j'ai vu tout ce qui s'est passé toutes ces années, j'ai commencé à comprendre aussi ce qui s'est passé dans mon enfance, dans mon adolescence, pendant mes études. Et ce livre a été le résultat de cette envie de comprendre. Et en fait, pendant que je comprenais, j'écrivais ce que j'avais compris. Et ça me semblait tellement étrange que toutes ces choses que je savais, en fait, je ne les avais pas mises bout à bout. J'avais jamais réfléchi
aux conséquences de certains actes, de certains événements. Et peu à peu, c'est comme si, nuit après nuit, parce que je ne dormais pas, je me levais la nuit pour regarder si c'était vraiment vrai ce que j'avais compris. Et je me disais, mais attends, mais tu es folle, c'est pas possible que tu saches ça sans le savoir finalement. Et j'avais un mur devant mon ordinateur qui était rempli de noms, qui était rempli de dates, et où il y avait des flèches qui partaient dans tous les sens. Et au bout d'un moment, j'ai commencé vraiment à me sentir comme Russell Crowe dans ces films incroyables où c'est un mathématicien qui perd complètement la boule et qui se dit que c'est peut-être lui qui a pas un nom. Mais c'était incroyable parce que plus j'allais plus profondément dans l'enquête, plus j'achetais des bouquins divers d'ailleurs, de tout, ça venait de partout, plus je regardais des films parce qu'il y a eu beaucoup de réalisateurs italiens qui ont mis les doigts sur plein de choses. Il y a beaucoup de réalisateurs qui sont très baignanti, qui ont été vraiment à fond de certains événements, sur Rustica, ou sur, enfin, si quelqu'un d'entre vous connaît un peu bien cette histoire malheureuse de l'Italie des dernières années. Donc, si vous voulez, beaucoup de choses qui convergeaient et qui, pendant 2 ans, m'ont tenu en haleine, et non seulement en haleine, mais en rage. J'étais vraiment en colère. Et donc, ce livre est né de cette colère-là. Moi, je suis née en 61, donc j'ai commencé le livre à peu près en même temps. C'était le tournage de la Dolce Vita était en 59, la Palme d'Or était en 60, et il me semblait que dans ces années-là, tout était ouvert pour l'Italie. Il y avait quelque chose qui faisait que ce pays avait tout pour lui, aussi bien son histoire, son passé, ses artistes. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, il y avait quand même plusieurs Nobel. Il y avait Quasimodo, il y avait, pas Ungaretti, mais bref, il y en avait 3 ou 4, il y avait Visconti, Montale, voilà, c'est ça. Il y avait Visconti, il y avait Rossellini, il y avait évidemment Fellini. Enfin, on avait vraiment un panorama, une force, une richesse, aussi bien artistique que économique, parce qu'il y avait un miracle économique qui avait vraiment eu lieu entre les années 50 et 60, et qui avait porté ce pays qui sortait de la guerre d'une manière assez malconcia, qui en a fait quelque chose d'absolument où tout était ouvert, où tout était plein d'espoir, où il y avait toutes les portes étaient là, enfin toutes les portes étaient ouvertes. Et puis j'ai eu l'impression qu'en fait, juste après cette période rose, cette période que finalement dans tous les films avec les Vespa, les Fiat 500, etc., il y a une vraie volonté de fermer la porte, aussi bien du point de vue énergétique, avec le meurtre de Enrico Mattei, que politiquement et socialement. Les différents gouvernements qui se sont succédés étaient des gouvernements finalement qui se renvoyaient la balle, et où, là aussi, ça a commencé très vite en 64, avec le Golpe Sogno, c'était ça. Et ce sont des choses qui sont sorties 3 ans après, en 67, je crois. Et donc ce coup d'État qui a complètement foiré, enfin qui n'a pas du tout marché, c'était déjà une première tentative pour écarter certains partis d'un éventuel gouvernement. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, parce que je me suis occupée, je me suis beaucoup intéressée à lui, c'était que Mauro était là depuis le début et Andreotti était là depuis le début, et on a l'impression depuis le début qu'en fait la guerre était entre ces deux-là. Il y avait un susseguirsi, vraiment, il y avait un gouvernement Mauro, un gouvernement Andreotti, un gouvernement Mauro, un gouvernement Andreotti. Et ce qui était fou, c'était chaque fois qu'il y avait un gouvernement Andreotti, il y avait une base qui était très restreinte, c'était souvent monocouleur d'Ici, donc démocratie chrétienne. Lorsqu'il y avait Mauro, étrangement, la base devenait plus ample, et donc la base de l'électorat était vachement plus représentée que pendant les gouvernements d'Andreotti. Et tout ça, on voit se mettre en place, ce système finalement, entre les années 60 et jusqu'à la mort de Mauro. Et je me suis dit, bon,
Je ne vais pas commencer à interpréter les choses, je vais juste aller voir comment ça se passe. En fait, très vite, il y a cette terrible massacre, la strage di Piazza Fontana en 69, qui, à mon sens, a été le spartiacque, un peu la ligne de partage des eaux entre deux Italies. L'Italie d'avant, celle qui aurait pu exister, et l'Italie d'après, celle qui n'a pas existé. Et c'est le début de la stratégie de l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que l'État, une certaine partie de l'État, en tous les cas, se désolidarise de ses citoyens. Ça veut dire qu'il y a un pacte de confiance qui a été rompu. Et si, alors là je vais faire quelque chose de très rapide, un raccourci, mais si on a eu la possibilité d'avoir un Berlusconi pendant 15 ans, ça a été à cause de ça. C'est parce que le citoyen n'avait plus confiance. Déjà, la confiance de l'Italien dans son État n'était pas quelque chose de particulièrement, voilà, c'était pas quelque chose de fort ou de vigoureux. Mais en fait, c'est à ce moment-là que ce pacte s'est rompu, et c'est à ce moment-là que tout a commencé à devenir possible. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé dans ma tête, ça a été une sorte de résumé rapide de toutes ces années où j'étais gamine, où j'étais à l'école maternelle, bien sûr chez les bonnes sœurs, et ensuite à l'école primaire, bien sûr chez les bonnes sœurs, et où finalement tout me semblait normal, mais rien n'était normal. Et c'est très drôle parce que d'avoir fait ce travail, après je vous en parlerai plus, enfin on en parlera tous plus en détail, mais après avoir fait ce travail, j'en ai parlé chez moi, j'en ai parlé dans ma famille, à mes frères, j'ai 3 frères, un peu plus jeunes que moi, et ils me regardaient comme si j'étais... En fait, c'était pas que les choses existent qui les dérangeait, c'était que j'en parle. Et je me suis sentie tout d'un coup lointaine, enfin loin d'eux, distante de leurs problèmes, de leurs problématiques, et j'ai ressenti très fort cette manière qu'a eu l'Italie de asphyxier les esprits pendant toutes ces années. Alors, bien évidemment, les années berlusconiennes ont été on fait le maximum pour ça, entre les télés et le reste. Mais même avant, on nous a toujours donné une version qui était la version du journal télévisé de 20 heures. Et pas plus que ça. Et c'est vrai que ça a été difficile pour les Italiens qui n'avaient pas forcément les moyens de réfléchir, le temps de réfléchir, de savoir pourquoi on en était arrivé là. Voilà. Je voudrais laisser ça comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut développer, et laisser la parole aussi à mes compatriotes, mes collègues, mes camarades. Merci Simonetta, c'est fantastique comme tu as présenté, parce que même si on n'avait pas préparé ensemble, on n'aurait pas fait mieux. Parce que je reprends ce que tu as dit pour vous donner quelques points importants du livre de Aldo Giannulli, qui devait être là, malheureusement, comme je vous dis, il n'a pas pu venir parce qu'il devait se faire une opération de mieux prévenir que guérir, mais donc qui reviendra et qui a écrit ce bouquin. Et que moi je trouve que c'est un des meilleurs sur l'histoire de l'Italie, qui s'appelle Il noto servizio, Giulio Andreotti et il caso Moro. Et pas par hasard, on revient toujours sur les deux, dont Simonetta a parlé. Donc moi, j'ai aucune prétention parce que je ne sais pas ni un peu d'histoire, je ne suis pas comme Nanni qui nous raconte plein de choses dans ses archives, qui connaît la Sessani Lauritz, qui déjà a été invité à d'autres conférences qu'on a fait, vous pouvez les voir sur notre site. Mais je pense que quelques points, il faut que je les cite parce que justement ça tombe bien dans cette panoramique qu'on est en train de faire. On a commencé avec M. Guadagno et avec Simonetta, après on continuera avec Fabienne, en venant à la France et avec Hubert. Donc, c'est ce que je veux vous dire, c'est que dans son bouquin, Giannulli, il parle d'un service secret qui apparemment n'était pas connu. Eh bien oui, en Italie, il y avait un service secret qui n'était pas connu. En effet, il s'appelait le noto servizio, c'est-à-dire le service notoire, techniquement c'était connu, mais en réalité, il n'avait même pas un nom. Et en effet, les points importants sont que déjà, la découverte qui est fortuite, parce qu'en effet, Aldo Giannulli, il est expert pour les commissions parlementaires qu'il y a eu en Italie sur tous les massacres qu'il y a eu dans les années de plomb de la stratégie de l'attention. Et donc,
Et si lui c'était l'expert pour les commissions et aussi pour la procura de Brescia en particulier. Quand ils enquêtaient, oui, pas Piazza della Loggia, parce que lors d'une manifestation syndicale, il y a eu une explosion de bombe, et donc voilà, après il y a eu toute l'enquête. Et pendant cette enquête, lui, il travaillait avec un inspecteur qui a trouvé dans un dépôt des archives, c'est à Rome, dans la via Appia, c'était des archives de la police, de l'office des affaires réservées. Et en effet, ils ont trouvé un armoire avec les portes qui étaient vers le mur, en effet. C'était pas une armoire, non, c'était les portes vers le mur. Donc ils ont trouvé plein de documents. Et dans ces documents-là, entre autres, ils ont trouvé un rapport d'une source qui s'appelle Daio, entre guillemets, c'est le nom d'une personne. Et là, ils ont trouvé la trace de 7 services. Et c'était pas la première parce que Gianluigi, vu qu'il était consultant pour ses commissions et pour les procures, avait quand même une expérience. Et donc, c'est un travail de 8 ans, il m'a dit. Donc, ce bouquin, il l'a fait parce qu'avec toute son expérience, il a retracé l'histoire de ces services. Donc, ces services, il naît tout de suite après la guerre, dans un contexte de guerre froide, où il y a les Américains qui déploient leur réseau, ils déploient leur réseau anti-soviétique évidemment, c'est dans un contexte là qu'il y a le réseau Stay Behind, s'il y avait un nid, il devait toucher un mot justement sur ça, sur Gladio, et ces réseaux qui se sont déployés dans toute l'Europe pour contre... Ouais, et continuent de nier, d'ailleurs c'est seulement en Italie que c'est sorti à l'Italie, donc là personne ne pouvait plus, parce qu'à l'époque Andreotti a dit, a dénoncé ou a parlé de Gladio parce qu'il y avait eu un scandale, il ne pouvait rien dire d'autre, il ne pouvait que le dire, mais je vous dirai qu'est-ce qu'il en pense Gianluigi de ça. Oui, exactement. Je voulais dire parce que justement, un autre point important, donc, c'est autour d'un général qui s'appelle Roatta et qui était un général, un ex-royaliste, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des généraux qui étaient en élite, nobles, qui étaient derrière les rois, et qui était incriminé pour la mort des fratelli Rosselli, c'est général Roatta, et les liés à la cagoule et à aux armes. Et donc là, Lani aussi n'aurait pu raconter tout ce genre de choses. Et c'était plus le faire, ce service secret, c'était dans une zone un peu qui n'était pas trop réglementée, c'était la présidence du conseil. En effet, moi après je vous lirai quelques petits extraits du livre de Gianluigi, parce qu'en effet, c'est à l'époque du royaume Sabaudo qu'il y a la figure de la présidence conseil, mais qui n'est pas une entité juridique. Et ça, c'est resté aussi pendant le fascisme et ensuite après. C'est-à-dire, c'est une entité qui ne devait pas trop rendre compte au trésor public, qui avait quand même disponibilité des personnes, des lieux, et qui avait cette zone pas très réglementée. Donc, et c'était dans ce contexte-là qui a pu s'insérer ce service. Alors, il faut savoir que ce service, il dépend d'un triade. Un triade, que c'est les services américains, les services militaires italiens et les industriels. Et donc, en effet, tous les trois, la chose qu'ils avaient en commun, justement, c'était l'anticommunisme. Mais bon, à part ça, les trois, c'est trois entités qui sont à la base, disons, une hétérogénèse de ce service. C'est important de savoir quelques points. Alors, l'OSS, qui c'est avant les CIA, et après il y a la CIA, pensez à quelque chose de similaire à soi-même, en effet. Et c'est ça qu'il a fait, en effet, avec les Allemands, avec les BND, c'est les services secrets américains. Et donc, il pensait à quelque chose qui était un service secret, qui était distinct de celle militaire ou de la police, qui était apte pour faire la récolte d'informations sur plusieurs domaines, pas seulement politiques, mais aussi économiques, qui était composé des civils, des policiers, des militaires, et qui était lié directement au chef du gouvernement. Et en effet, les BND, apparemment, selon Gianluigi, c'est le mieux qui a réussi dans cette façon de faire pour les Américaines. À côté, les industriels, ils pensaient à une structure qui était en liaison permanente avec les militaires, toujours en fonction anti-communiste, et toujours pour contraster les syndicats dans les fabriques, dans les usines, et aussi pour bloquer la poussée des salaires. De l'autre côté, les militaires, selon eux, le rôle de ce service était plutôt un service parallèle clandestin,
qui n'était pas reconductible à les hiérarchies militaires et qui était très très adapté au sale boulot. Et donc, dans ces trois directions de comment on entendait les services secrets, c'est ce qui est arrivé à la fin, c'est les notes au service, que ce n'est pas un service officiel de l'État, qui était différent de l'EBND en Allemagne, et c'était une structure fluide, pas formalisée et qui n'avait même pas de nom, comme je vous dis, parce que note au service, ce n'est pas un nom, c'est un truc connu, mais on n'a pas de nom. Et ça, c'était favori justement à cause de la zone non réglementée de la présidence du Conseil. Après, si vous voulez, je pourrais vous dire pourquoi, quelle est la différence avec les BND, tout ça. Par contre, de tous les services, configuration des services qu'on pouvait faire, celle de l'Italie était la pire, parce qu'en effet, c'était un service qui était clandestin, qui n'avait pas de règles, pas du tout, et donc là, ils pouvaient rentrer de tout, des voyous, des gens bien, et à la fin, c'était des gens qui étaient des killers. Non, des killers, qui à la fin, ils ont fait les intérêts de qui les a manipulés, et ils l'ont su en plus, si vous voulez, après, on pourra développer. Parce que dans ces services, ils ont conflué soit des gens de l'ex-République des Salons, soit des gens qui étaient de la résistance blanche, entre guillemets, donc ce n'étaient pas des fascistes, tous des antifascistes. Mais en commun, ils avaient ces traits-là, c'était l'antihumanisme. Et ensuite, dans cette faune très variée, il y avait aussi, justement, ces différents facettes multiples, c'est important à comprendre parce que ça a causé des conflits entre eux, et c'est justement grâce à ces conflits-là qu'en plus on a pu savoir des choses parce qu'il y a eu des scandales liés au service SIFAR, des services secrets des forces armées, et donc dans une bataille entre deux chefs, on a pu faire sortir qu'il y avait des dossiers sur des politiciens, et donc voilà, on a pu accéder à certaines informations. Sinon, on n'aurait jamais su, à commencer de la découverte fortuite de cette armoire, qui en Italie on appelle l'armoire de la honte, parce qu'il n'y avait pas que ces dossiers-là, mais vraiment des dossiers sur l'histoire d'Italie de l'époque de la guerre, et donc vraiment des choses pas très assez sombres. C'est ce que je peux vous dire sur ce service, et qu'en réalité, il a été exploité. C'est ce qu'il dit Jean-Loup, il est construit avec toute l'histoire. Il a utilisé pour les Américains pour faire du chantage à la démocratie chrétienne quand elle ne décidait pas dans cette direction, compris les industriels et tout ça, et notamment avec la peur des coups d'État, parce que comme disait justement Simonetta, il y avait les coups d'État des Sogno, mais il y a aussi les coups d'État borghese qui se sont jamais faits, mais on a découvert qu'il y avait une tentative, après on a dit non, c'était des vieils hommes, c'était fou, mais donc à la fin tout était bloqué, mais c'était des tentatives pour influencer indirectement. Ensuite, ce service secret, notre service, a été utilisé par Andreotti pour ses intérêts de politique et de pouvoir. Et même les coups d'État qui pouvaient être montés, ensuite, seraient détournés pour revenir en dimension plus démocratique. Ça, Gianulli le montre bien dans son bouquin, parce qu'Andreotti, en effet, bon, ne se déplaisait pas du tout dans les démocraties. Et en plus, il voulait le pouvoir pour lui et pas les partager avec des militaires ou à qui que ce soit. Après, si vous voulez, je pourrais vous dire qu'est-ce qu'il en pense, Gianulli di Andreotti. Il a un petit, comment dire, image de lui, c'est très intéressant ensuite dans les questions. Il y a d'autres questions aussi, les influences sur les partis socialistes. Les notes services ont influencé justement la position des partis socialistes contre la démocratie chrétienne ou contre les partis communistes selon les occasions qui pouvaient être importantes à ce moment-là, pour les milieux industriels ou pour les Américains. Après, je vais vous dire la liste des interventions qu'Aldo Giannulli a retracées de notre service. Donc, la Piazza Fontana qui commence, donc, comme disait Simonetta, ouais. Poi c'è il coup d'État borghese, les trafics d'armes, l'histoire du pétrole et des armes à la Libye, les massacres à la Questura di Milano, les massacres de Brescia, la bombe sur les trains Italicus, la fuite de Kappler, et aussi les kidnappings et l'histoire des Moro. Et donc, en effet, vous voyez, il était toujours présent dans tous les parties sombres que Simonetta vous a un peu résumé tout à l'heure de l'Italie. Et c'est notre service, en effet, Giannulli pense que le fait d'avoir dénoncé Gladio par Andreotti, c'était en effet pour cacher ce notre service. Parce que
il ne pouvait plus cacher grand-chose parce qu'il y avait eu un scandale à l'époque, il s'est sorti plein de documents. Mais pour cacher ces services, en effet, Gladio a été balancé parce que de toute façon ils existaient, il n'y avait pas vraiment des choses, disons, au moins entre guillemets criminelles. C'était quand même, Gladio c'était censé être disons, un réseau pour qu'une fois les soviets puis rentrés en Europe, après ils avaient dû faire des actions pour contrer ça. Mais a priori, ils n'avaient pas a priori des choses. Poi, Même des dépôts d'armes. Oui, je sais. Si, je sais, mais c'était quand même dans un contexte dans lequel c'était pas censé pour toucher la politique des pays. Au début, c'était après. Donc, mais c'est ce qu'il dit Gianluca, et que lui pense que c'était fait justement pour cacher tout ça. Et pour finir mon intervention, je vais vous dire sur la triade, une chose importante, c'est la partie des industriels qui n'est pas trop développée. Et malheureusement, toutes les études ils sont faites sur les États-Unis, bon, sur les secrets ou les militaires, il y a certains bouquins qui se sont écrits sur ces deux parties de la triade, mais la partie des industriels n'est pas vraiment développée. Et Gianluca, par contre, il trouve qu'il y a pas mal de documents dans lesquels l'idée du rôle direct et autonome des entrepreneurs va aussi au-delà du financement, parce que souvent on pense que les entrepreneurs ils financent, mais il n'y a pas que ça. Et donc, dans ces connexions avec les militaires, il y a toujours cet croisement et sous les fonds, toujours la lutte au salaire. Et ça, l'ANI serait contente parce qu'elle en parle souvent dans ses études. Et ça, c'est un domaine très exploré. Ensuite, Aldo Gianluca se demande qui est qui savait, parce que qui est qui quand même savait, et lui il dit tous les dirigeants de la DC, même les PSI et les MSI, c'est sûr, c'était les ex-fascistes. Et aussi une partie délicate concerne les PC, parce que les PC, Aldo Gianluca a écrit un autre bouquin, en fait, qui s'appelle « Comment ça marche les services secrets ». Je ne suis pas payée pour Gianluca pour faire la pub à ces livres, mais c'est vrai que c'est un des experts qui a plus approfondi ces sujets. Et donc, les PC aussi avaient son service secret. Donc, en effet, après, savoir, ça ne veut pas dire qu'on peut faire quelque chose. Et en effet, c'est vrai que sur le moment, peut-être on ne peut rien dire, peut-être on ne peut rien faire. Mais c'est sur lequel il pointe les doigts Gianluca, et donc là, entrons dans la dimension plus citoyenne qui nous concerne tous, c'est que, passé le temps, donc dans les années 80, quand tout est passé, ils auraient pu dire quelque chose. Mais personne n'a laissé un témoignage. Aucun politicien n'a laissé rien. Il y a pas mal de gens qui sont morts parce qu'après ils sont vieux, et personne n'a laissé un mot. Ils ont fait un petit photo type équipe de foot, c'est tout. Ils ne nous ont rien dit de ce qui s'est passé. Et donc, ils ont fait un vol à la mémoire des Italiens, à la mémoire de notre pays. C'est ce qu'il dit Gianluca. Et ils nous empêchent donc d'aller au-delà. On n'arrivera pas à dépasser notre passé et on se cristallisera sur des reproches, sur des légitimations. Et donc, comme ça, on n'a fait que casser notre identité. Et c'est ce qu'il dit Gianluca, vu qu'il y a eu le 150e de l'unité d'Italie, on aurait pu faire un effort, on aurait pu faire un grand débat ou quand même un bilan. Et non, en effet, selon Gianluca, nos classes dirigeantes, ils ont une grave responsabilité et que depuis l'unité d'Italie jusqu'à maintenant, ils ont fait une révolution d'en haut, mais ils ont cassé toutes les aspirations démocratiques qu'on pouvait avoir et il y a eu des responsabilités, surtout sur les classes dirigeantes récentes, parce que ces classes dirigeantes sont restées coincées, vraiment stagnantes, et ils sont, grâce à ces comptes d'ombre que le notre service dans les livres de Gianluca, ça se voit très bien, ils ont permis de casser notre histoire. Et donc c'est à cause de ça que Gianluca a écrit son bouquin, pour nous faire savoir toute cette connexion qu'il y a pu avoir. Si vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je voulais dire quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, rajouter juste quelque chose. On n'a pas voulu entendre ce qu'on a dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé au cours de ces années, et on n'aura pas donné
la possibilité d'être écoutés, ou alors on les a traités comme des fous, comme Cossiga ou d'autres. Et je voulais lire juste quelques lignes du témoignage de l'un des terroristes qui a collaboré avec les services secrets à Peteano, Oui, c'est vrai, notamment. en effet, Giannuni en parle. Excusez-moi, j'ai oublié un petit mot, parce que c'est important. En effet, il y a quelques rares personnes, comme dit Simonetta in a parlé, hein, c'est Vinci Guerra et Franceschini, un d'extrême gauche, un d'extrême droite. Et donc, sauf ces gens-là, parce que le reste, c'était une personne de ses mémoires, c'était lié aux politiciens, ecco, je voulais préciser. Et donc Vinci Guerra, qui était lié à l'extrême droite et qui a toujours revendiqué son appartenance à cette frange, comme il disait, héroïque, et qui est resté en prison, c'est l'un des rares qui est resté en prison, disait c'est la 4e dimension de la guerre, celle qui comporte la conquête des cœurs et des esprits. C'est ça la 3e guerre mondiale, des conflits de basse intensité avec les moyens à disposition, notamment ce qui, de manière inappropriée, a été appelé terrorisme. La stratégie de la tension cherchait à déstabiliser le peuple pour stabiliser l'ordre public, justifiant ainsi l'intervention répressive, une répression accueillie avec soulagement par les gens. Parce que c'est ça que les gens veulent, vivre en paix. Et dans une interview à Brunante, qui était une émission de télé de Carlo Lucarelli, qui a été diffusée par Rai 3 en 2009, il continuait en disant « C'est une structure parallèle, une armée invisible qui n'est pas mise en place en fonction d'une guerre contre un agresseur hypothétique, mais plutôt utilisée à l'intérieur des pays, pas seulement l'Italie, contre ceux que dans le milieu militaire, on appelle communément la 5e colonne, c'est-à-dire les forces de gauche et d'extrême gauche. Cette structure se sert d'éléments d'extrême droite, et son origine date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un homme dont le parcours illustre parfaitement l'histoire du Stai Behind italien, c'est le prince Junio Valerio Borghese. Le prince noir a été sauvé personnellement de la pendaison par James Jesus Angleton, ensuite protégé par l'OSS qui l'a aidé à s'enfuir de Salò lorsque les Américains ont pris possession du territoire. Junio Valerio Borghese a été réutilisé lors de différentes opérations, dont le coup d'État avorté du 8 décembre 1970. C'est vraiment une chose documentaire, les dossiers de la Libye, les armes de la Libye s'appellent, un nom précis, s'appelle Mifobiali. Mifobiali, ça veut dire Miceli, Foligni, Libya. Et Miceli, c'était le nom d'une des plus hauts responsables des services secrets italiens de l'époque, le général Miceli, qui avait été impliqué dans une autre tentative de coup d'État, parce qu'il y en avait des périodes qui s'appellent la Rosa dei Venti, et Foligni, c'était une obscure brasseur d'affaires qui voulait fonder un parti en concurrence avec les chrétiennes. Et Libya, c'était la Libye parce que à l'époque, et ça c'est la chose un peu drôle, drôle, je peux dire comme ça, mais il y a beaucoup de parallèles avec la France quand même. Hein? Peut-être, quand même. Bon, c'est pas moi de dire. Mais à l'époque, je veux dire, début des années 70, il y a eu le coup d'État de Gheddafi qui était plutôt, malgré les problèmes pour les Italiens qui étaient en Libye, était plutôt bien vu par l'Italie, et qui a porté tout de suite un certain type de collaboration. Bon, à l'époque, c'était tout à fait bien parce que ça pouvait être aussi légitime et utile. Et il y a eu toute une série de rapports économiques avec l'ENI, l'Internationale hydrocarbures italienne, déjà de Mattei, et après un autre personnage dont on devrait parler, qui a un rôle pas négligeable, et la fourniture d'armes, parfois des armes de seconde catégorie, mais surtout des chars et des chars un peu vieillottins, mais des armes comme ça. Et en échange de quoi? Évidemment, du pétrole. J'ai trouvé ce dossier justement dans le département de M. Pecorelli après son assassinat. Et la chose la plus drôle, c'est que ce dossier qui était complètement vrai, a été fait passer pour faux par le parquet de Rome. Il a dit que c'était une invention de Pecorelli.
ça était suffisant de regarder les notes en bas du dossier que on pourrait faire, que j'ai complète. Et encore maintenant, pour voir qu'il y avait toutes les notes de personnes qui étaient suivies, etc. Donc, on voyait c'était vrai, pas vrai, parce qu'on voyait, c'était fait extrêmement bien fait. Qui a dit que c'était faux? Les parquets de Rome. Les parquets de Rome de l'époque. Les parquets de Rome de l'époque, après que Pecorelli a été tué, a fait une perquisition immédiatement et ces dossiers, et une partie du dossier, on ne l'a plus retrouvé, après on l'a retrouvé après. Pourquoi j'ai eu connaissance de ça? Parce qu'à cette époque, j'ai fait le mandat d'arrêt contre le commandant général de la garde des finances, justement. Et dans les dossiers, il y avait déjà la preuve que le service secret, pour influencer l'activité financière, donc c'est tout lié à ces notes au service. Et espionner les commandants généraux de la garde des finances et tout le commandement général avec les écoutes abusives, naturellement, abusives, pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient, voir qu'ils déposaient de l'argent en Suisse, et donc pour avoir une preuve, pas de donner à la magistrature, à moi qui inquiétais sur ça, pour dire, mais pour l'utiliser contre la garde des finances et l'utiliser à ses fins. Et toutes les organisations criminelles et mafieuses liées. Et donc là, ça a été découvert, donc ça demanderait une soirée entière pour examiner ce dossier, qui est l'unique dossier complet d'une filature et d'une écoute qui a fait des services secrets, des fonds des services secrets. À l'époque, c'était les services secrets militaires, mais en réalité, avec la particularité qui émerge de ces dossiers qu'il faudrait vraiment lire intégralement, et on pourra les faire un jour, pas par pas, parce qu'il y a de tout, il y a des grandes choses, des petites choses, les affaires privées, il y a tout naturellement, évidemment de tous les couleurs et de toutes les sortes, et c'est qu'on comprend que ces personnes du notre service, en réalité, c'était des personnes de service, des différents services. Ça veut dire que chacun avait une partie, en réalité, notre service était formé par des personnes des autres services. Et c'était comme donc bon. Donc je voulais dire ça parce que c'est des documentaires gelés intégral pour ceux qui ont envie de le lire. Ah non. Après j'ai eu la chance de trouver et convaincre un officier de carabinieri loyal qui m'a témoigné. Et je lui ai confirmé page par page de dossier, page par page, c'était un travail, 350 pages, on l'a relu, on parlera de ça. Oui, parce qu'en effet, Giannou il le dit, il y a partie de la magistrature, partie des policiers, malheureusement ils sont impliqués, mais d'autres non, qui ont fait leur loyal service, et il y en a pas mal. Et les